Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine avec Louis Vareille, réuniologue expert des réunions. Bonjour Louis. Bonjour Roland. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes tous formidables. La semaine dernière, vous étiez plus de 300 inscrits à la masterclass de Paul Feuglé, le CEO d'Anteas, ancien directeur de l'innovation du groupe Casino, ancien partenaire du cabinet de conseil Arthur Delitel, qui nous a parlé du déploiement d'une nouvelle culture managériale à l'échelle, avec au cœur des enjeux le rôle du manager en tant que coach de ses équipes. N'hésitez pas, si vous n'y avez pas assisté, à revoir la masterclass sur notre chaîne YouTube, disponible également en podcast sur Spotify. Les masterclass d'excellence commerciale n'existeraient pas sans Incentive. Incentive est un éditeur de logiciels français qui cherche à combler l'écart entre les outils que les collaborateurs ont au quotidien pour relever leurs défis et atteindre leurs objectifs sportifs, et puis les outils qui sont à disposition des managers des entreprises, essentiellement les emails, les réseaux sociaux d'entreprise et des tableaux de chiffres. Et donc, Incentive est une plateforme pour manager demain, pour onboarder ses collaborateurs, pour animer la performance de son équipe, la performance collective, et pour engager cette démarche de manager-coach dont nous parlions la semaine dernière. Deux exemples, gamifier l'onboarding à travers des parcours hybrides, animer des cohortes, gérer des programmes de parrainage quand il y a un nouvel arrivant. Ça, c'est sur la partie onboarding. Et puis, un deuxième exemple sur la partie coaching, l'autodiag, une manière très simple depuis son mobile de s'auto-évaluer pour identifier avec son manager les priorités de coaching pour les semaines et les mois à venir. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, est disponible dans 9 langues, dans des secteurs très différents. La page de pub est terminée et maintenant, nous accueillons Louis Vareille, réuniologue. Pablo, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de Louis? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Roland. Bonjour Louis. Louis, vous êtes un ancien manager. Depuis 2017, vous êtes réuniologue, le premier au monde. Triplement diplômé de l'école vétérinaire d'Alfort, de l'IAE de Poitiers et de l'école d'executive coaching d'HEC, vous avez fait carrière dans l'industrie agroalimentaire, au service de marques internationales comme Panzani, Danone, Nutricia ou encore Bedina. C'est donc après 12 000 réunions que vous décidez de vous placer au-dessus de la mêlée et de soigner la réunion comme un coach sportif. En 2017, vous fondez l'École internationale de réuniologie. Aujourd'hui, vous intervenez auprès d'organisations aussi diverses que Monoprix, RTE, Lustucru, Manutan ou l'Académie vétérinaire de France. Votre conviction, remettre du bon sens dans les pratiques. Pour les plus motivés, ne ratez pas le livre que Louis a publié en avril 2021, La réunionnite, ça suffit, que vous pourrez retrouver à la fin de notre masterclass en idée bonus. Merci beaucoup Louis de nous accorder cette entrevue. Alors oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et qui nous occupe beaucoup et qui est en train de se transformer à l'aune des nouveaux modes d'organisation. Les sociétés de services s'accordent plus ou moins sur 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail. Suivant les organisations, ça varie un peu. Les entreprises industrielles, bien sûr, ont des contraintes plus fortes. Et donc, on a déjà assez largement changé nos modes d'organisation. Je disais une étude d'Harvard qui estimait que le nombre de réunions avait augmenté de 15%, mais que le temps de réunion avait diminué de 8% au cours de ces derniers mois à cause de la pandémie. Finalement, remettre du bon sens dans le processus. Comment est-ce que tu abordes, tu rencontres, tu vas dans de nombreuses entreprises, quels sont les faits récurrents que tu constates et finalement, avant de commencer, finalement, c'est quoi la réuniologie? Alors merci d'abord Roland de cette invitation et puis bravo pour le professionnalisme du lancement, là, les jolis slides, champion. Et puis on a démarré pile à l'heure, donc ça c'est déjà une première chose que je ne vois pas systématiquement dans les organisations. Alors c'est quoi la réuniologie? En fait la réuniologie, donc Pablo a dit 2 mots, donc après avoir passé pas mal de temps dans des organisations, j'ai découvert que j'avais une passion pour la mise en mouvement des collectifs.
Et en fait, la mise en mouvement des collectifs, ben, ça se fait beaucoup en réunion. Et plus personnellement d'ailleurs, en fait, les réunions, c'est le lieu où je fais prendre quelque part mes décisions par les autres. En fait, la décision, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi. Et donc, depuis toujours, ça fait 40 ans que ça dure, j'aime bien réunir des gens et on va pouvoir transformer un peu mes rêves en succès collectif. Et donc, c'est là où on prend des décisions. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez varié, international, et ce qui m'a permis de vivre beaucoup de réunions. Pablo le disait, les fameux 12 000, et j'ai observé plein de choses. Et l'autre élément aussi, c'est que quand je suis dans une réunion, il y a quelque chose qui est dans mes tripes, une forme d'empathie pour les gens qui sont là, respect du temps des autres en fait. Et donc j'ai toujours été très attentif de la manière avec laquelle des gestes simples pouvaient faire que la réunion soit efficace. Et donc fin 2016, je quitte Danone et je crée en 2017 effectivement cette activité, la réuniologie. Alors la réuniologie, il y a deux choses en fait. Quand je dis école de réuniologie, alors je vais être extrêmement prétentieux, mais on parle parfois de l'école de Palo Alto. Donc c'est pas simplement un endroit où on va apprendre, donc un lieu où on va transmettre, où on va découvrir, mais aussi c'est un lieu où on va réfléchir, on va essayer de faire émerger une forme de philosophie. Donc l'école de réuniologie, c'est un petit peu les deux en même temps. Et la promesse, c'est accompagner les organisations qui ont envie de jouer en fait, qui se posent la question, qui ont envie de passer à l'action pour que chaque réunion devienne un moment à la fois productif, donc on va produire un résultat, idéalement donc efficace mais également efficiente, donc avec une économie de ressources, donc un moment productif, engageant, c'est-à-dire où tout le monde va jouer un rôle et où les gens qui soient en présentiel ou en distanciel aient un rôle à jouer. Et la troisième dimension, que chacun de ces mouvements devienne un moment apprenant et qu'à l'issue de chaque réunion, l'individu, mais aussi le collectif, ait appris quelque chose. Donc la réuniologie, c'est ça. Et alors, de formation, je suis vétérinaire et donc en fait, j'ai un goût pour bien sûr le diagnostic. Et donc, tout commence pour moi par observer des réunions, regarder ce qui se passe, regarder ce que l'organisation fait de bien. Il y a des choses formidables à chaque fois. Et puis, les choses où il y a peut-être des ajustements simples qui vont transformer les pratiques. Et tout à l'heure, Pablo a parlé de. Je rajoute juste un truc, mais Pablo parlait de coach, et parfois je suis un peu un ostéopathe. Donc le coach, il regarde, il peut s'appeler Fabien Galtier ou Didier Deschamps ou d'autres, mais il regarde, il donne des petits trucs. Et ben, moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que, mais il y a aussi la dimension ostéopathie, c'est-à-dire que je regarde un peu comment ça se passe et je dis tiens, vous allez prendre, je vais vous mettre une petite semelle, mais pas épaisse, hein, une toute petite semelle à cet endroit-là, et puis vous allez voir comment votre réunion va changer. C'est un peu ça la radiologie. Alors après des centaines et des centaines d'interventions dans différentes entreprises, surtout des grands groupes internationaux, quels sont les faits récurrents que tu observes? Alors, le premier, à mon avis, c'est une forme de confusion entre sujet et objectif. Je vous ai réunis, on va faire un point sur le projet Catapulte. Mais faire un point, c'est un sujet. Mais qu'est-ce que tu veux avoir produit à l'issue de ce point? Qu'est-ce qui te fera dire finalement que le temps que tu vas voler aux participants aura été effectivement utile? Donc ça, c'est la première chose peut-être, c'est une forme de confusion entre le sujet et l'objectif d'une réunion. Et ça a l'air de rien, peut-être on en reparlera, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose que je vois, c'est le manque de discipline. Alors bon, j'ai fait remarquer tout à l'heure qu'on a démarré à la seconde près, ben, tant mieux. C'est par respect pour les gens qui étaient à l'heure. Pourquoi devrions-nous toujours respecter les gens qui sont en retard et pas ceux qui sont à l'heure? Donc en fait, il y a ce que j'observe, c'est un manque de discipline, un manque de méthode. Typiquement, on fait venir des gens à des réunions, et on va y en parler tout à l'heure, avec les réunions que j'appelle asymétriques, où il y a des gens à distance, et puis à aucun moment, on pense à eux, on va les chercher. Donc, on manque de discipline. Et puis, il y a une autre petite dimension, c'est il y a une forme de comment dire, de fatalité. Ouais, les réunions, elles sont pas terribles. Et il y a une forme de complaisance parfois du management. Bah, on va continuer comme on fait. On y passe entre, tout à l'heure, tu donnais des chiffres, mais moi j'ai d'autres chiffres qui ont été fournis par Opinionway en 2017, 9 heures par semaine en réunion pour un manager, ce qui n'est pas rien. Et une fois sur deux, le manager dit oh, c'était pas terrible. Une fois sur deux.
eh ben, je pense qu'il y a une forme oui, de complaisance. On accepte ça. Et la conséquence de ça, c'est qu'ensuite, les équipes deviennent résignées. Et la conséquence suivante, c'est que les gens s'en vont. Là, on est dans une sorte de tsunami des organisations. Attention aux gens qui vont partir. Alors, et parfois, c'est pas forcément les plus mauvais qui vont partir. Et donc, si vous leur faites subir des mauvaises réunions, vous ajoutez des raisons pour leur donner envie d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer. Donc premier défaut, peut-être confusion, sujet, objectif. Deuxième, manque de discipline et puis quelque part manque d'exigence. Si, pardon, Roland, si, il y a l'autre idée qui me vient, pardonne-moi, on improvise un peu, mais c'était l'objectif, c'est aussi la clarté des décisions. Ok. Et on va en parler tout à l'heure, mais quoi qui quand, c'est quoi qu'on fait, par qui, pour quand. Et moi, j'assiste à beaucoup de réunions. Ah bah tiens, on fait ça. Ouais, qui s'en occupe? Paul, très bien. Mais on dit jamais quand Paul doit délivrer ça. Et puis c'est tout mou. Et à la réunion suivante, on prend pas le temps non plus de dire bon, Paul, ce qu'on avait prévu, ça a été fait. Donc en fait, il y a aussi une sorte souvent de mollesse dans le résultat final de la réunion, et notamment la qualité des décisions ou la qualité des plans d'action. Voilà ce qui me vient. Un directeur général qui intervenait dans une masterclass précédente nous disait, tout à fait aligné avec ton point, il faut avoir une finalité claire dans la réunion, et il en avait distingué 5. Une réunion, c'est fait soit pour décider, soit pour informer, soit pour brainstormer, soit pour aligner tout le monde autour d'un projet, soit pour consolider de l'information. J'avais trouvé que c'était assez inspirant, et avoir ça en tête au début de chaque réunion, ça permet aussi peut-être de clarifier cette finalité avec les collaborateurs. Est-ce que tu as des exemples d'ajustements simples que nos auditeurs peuvent mettre en œuvre rapidement pour rendre ces réunions plus pertinentes, plus efficaces? Alors, à quoi je peux penser? Alors, j'en ai déjà dit un, c'est-à-dire en fait, quand on a fini la réunion, on doit être capable de formuler de façon simple et claire le quoi, le qui et le quand. Il y a un type, c'est Walt Disney, qui disait, j'aime bien cette phrase, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Donc, toute formulation doit être sous le forme quoi, qui, quand. La deuxième astuce, il y a le cadrage. Alors, moi, j'appelle ça le cadrage dans les modes opératoires, la réuniologie et les outils, le cadrage, c'est-à-dire être super clair dès le début sur la durée de la session. Paul, tu viens me voir, je voudrais passer une demi-heure avec toi. C'est bon, tu as une demi-heure? Ok. Je vous ai réunis aujourd'hui, on démarre à 15 heures, on va finir à 17 heures. C'est bon pour tout le monde? Tu pourras aller chercher ton gamin à la crèche, c'est bon? Donc en fait, c'est cadré. C'est un tout petit truc ça, mais ça a une puissance incroyable parce qu'immédiatement, on va créer de la certitude. Ah oui, ça va se terminer à 17 heures, donc je serai à l'heure à la crèche. Et puis, c'est beaucoup amélioré avec le digital, parce que finalement, aujourd'hui, on enchaîne les réunions à la minute près. Et donc, on n'a plus ce degré de battement qui existait quand on était physiquement dans les locaux et que finalement, on avait un agenda plus souple, non? Alors oui, absolument, tu as raison. Mais surtout pour les gens qui prennent le temps, une autre astuce, de modifier la durée par défaut des réunions. Les réunions d'une heure, c'est interdit. C'est interdit. Vous m'entendez? C'est interdit parce qu'en fait, vous n'avez aucune chance, en contradiction un petit peu avec ce que tu dis, avec ce que tu viens de dire, c'est que la suivante démarre pile à l'heure. Donc, une réunion, par défaut, c'est 45 minutes, 50 minutes. Et les 10 minutes de battement, ça va permettre, de boire un coup, ok, de lâcher un peu l'émotion. Si on revient au bureau, de changer de salle. Mais ça, c'est aussi une autre pratique. Et effectivement, durant le confinement, j'ai un ami qui me dit, tu sais Louis, entre deux réunions, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a 2 clics. Clic, je m'en vais, clic, j'ouvre la suivante. C'est un peu vrai. Donc en fait, c'est vrai qu'on a gagné en ponctualité, mais néanmoins, par pitié, ne faites plus de réunions d'une heure. Et pensez à la loi d'un mec qui s'appelle Parkinson, qui dit en gros, toute activité prend le temps qu'on lui laisse. Donc si vous donnez une heure, ça prend une heure. Si vous donnez 50 minutes, ça prend 50 minutes. Donc il faut juste avoir cet ajustement. Voilà. Tu as d'autres idées comme celle-ci pour ajuster ces réunions? J'en ai des tonnes.
alors, je sais pas par où commencer, mais enfin tout est. En fait, tout à l'heure je disais ça, c'est que j'ai la chance d'observer plein de réunions. Donc ça c'est cool quand même, hein. Être invité à un comité exécutif ou un comité de direction ou à une réunion à distance et puis juste être comme ça et capter les choses. Et donc, à la fin de ces sessions, j'essaie de dire, bah tiens, mettez, comme l'ostéopathe, on met une petite cale ici. Donc, d'autres exemples, je ne sais pas, on a parlé de ponctualité, on a parlé de clarté des plans d'action. Ça peut être aussi à distance, éviter de dire, il y a un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Pour peu que vous soyez à distance, il faut aller interpeller les gens. Samia, tu as un avis là-dessus? Et toi, Christophe? Donc ça, c'est une petite astuce. Une autre micro-astuce. Ça, c'est un truc, je me suis découvert ça par hasard. Un jour, je me suis observé faire. Quand je fais des tours de table à distance, c'est un micro-truc, hein. Donc, je vais passer la parole de Samia à Christophe. Donc, Samia a fini. Je dis Christophe, et là, je dis merci Samia. Juste ça, c'est un micro-truc. C'est-à-dire que je reviens en arrière. Ça permet à Christophe de prendre le temps de prendre sa respiration. Moi, ça me permet de dire merci à Samia et ça crée une continuité dans l'échange. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme astuce? Si, une autre astuce c'est, vous savez, enfin, tu sais, il y a des gens qui sont plutôt extravertis. Bon, et parfois qui parlent avant d'avoir pensé. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de penser avant de parler. On parle des extravertis, des introvertis, des dominants, etc. Et ben, c'est comment dans une réunion, on arrive à rétablir un peu l'équilibre et on dit, hop, attendez les amis, sur ce sujet, j'aimerais entendre tout le monde. Tenez, on va prendre 2 minutes, vous prenez un bout de papier et vous me dites ce que vous pensez, enfin, vous écrivez ce que vous pensez sur le sujet. C'est bon, vous avez pris vos 2 minutes? Bon, et maintenant, je vais donner la parole à la personne qui est plutôt introvertie, qui n'est pas la plus à l'aise pour prendre la parole. Bon, Christophe, tu nous dis ce que tu as en tête? Et le Paul, qui lui est un peu l'extraverti, attends, Paul, attends un petit peu. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais les trucs les plus puissants, à mon avis, c'est quand c'est dans l'instant. Quand je fais de la supervision de réunion, c'est quand je suis capable de dire aux personnes, ah ça, c'était génial. C'est ça qu'il faut faire. C'est quand j'appuie à un endroit où ça fait du bien. Parce qu'il y a plein de choses qui se font bien en fonction des cultures, des historiques, des relations, etc. Donc en fait, c'est sauter à la gorge des gens en disant yes, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça les trucs qui sont les plus puissants. Parce que les gens vont se les conscientiser, se les approprier. Il y a des gens qui disent ah oui, c'est vrai, il a fait ça, je n'avais pas compris que ça marchait bien. Ben, je vais le refaire. Voilà ce qui me vient. Et alors, quand tu arrives dans une organisation, quel est le premier conseil que tu donnes tu travailles beaucoup avec des COMEX, hein, que tu donnes aux COMEX pour les aider à rendre leurs réunions plus efficaces? Alors, les réunions de COMEX, je leur dis, mais arrêtez-vous, prenez le temps de vous poser collectivement la question, qu'est-ce que vous pensez de vos réunions? Et je pose 3 questions. La première question, c'est, à la fin de la réunion, si je suis là, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Et là, j'insiste, remettre de la conscience sur ce qui se passe bien. Donc, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Donc, quelles sont les choses dont on a conscience, qu'on n'a pas forcément verbalisé, osé dire, mais qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois? Je raconte souvent une anecdote. Un jour, il y a une amie qui dit Louis, tu es disponible demain à midi? Je vais animer un séminaire, enfin un comité, ça va être un désastre. Attends, Marie, je regarde. Demain, à quelle heure? Midi? Ah, c'est bon. Et comité de 2 heures. Et Marie me dit bon, écoute, tu assistes, puis à la fin, tu me diras ce que j'aurais pu faire différemment. Je dis très bien, mais moi, il y a un truc qui ne me va pas, c'est moi, je suis pas là pour faire de l'espionnage, je suis là pour faire bouger les équipes. Donc, si ça va bien, laisse-moi un quart d'heure à la fin. Oui, c'est bon. Donc, 2 heures de réunion, 1h45, on s'arrête. Et je dis, allez, vous allez sortir des post-it. Premier post-it, qu'est-ce qui est bien passé aujourd'hui? Deuxième post-it, qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois? Donc, les gens prennent du temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, on y va. Premier post-it, bonne réunion, tout le monde prend la parole, on a couvert l'ordre du jour, on est à l'heure, très très bien.
Deuxième post-it, ils étaient 12. Hein. Deuxième post-it, quels sont parmi la prochaine fois? Il y en a 6 sur 12 qui disent ce serait bien qu'on traite les vrais sujets. Donc en fait, si on veut faire bouger des organisations, eh ben, il faut aller à la confrontation, ou en tout cas oser l'évaluation. Qu'est-ce que l'on pense de ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois? Et là, il y a une puissance qui va émerger, mais qui est incroyable. Le problème des patrons, il y a une super étude qui a été faite aux États-Unis, 1300 personnes, Verizon. Qu'est-ce que vous pensez de vos réunions? Mes réunions, oh ben, il y en a 79% qui sont productives et très productives. Ah, bravo. Et les réunions des autres, oh non, 56%. Ça s'appelle un biais cognitif. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a toujours tendance, en tant qu'animateur, et moi je tombe dans le même travers, de penser que ça s'est bien passé. Mais attendez, la vérité sort de la bouche des participants. Donc en fait, pour revenir à ta question, quand des gens veulent bouger, il faut commencer par l'évaluation. Qu'est-ce qu'on pense de cette réunion et qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois? Et il y a plein de choses qui vont émerger. La dernière, quand on a préparé cette réunion, tu as mentionné une certaine résignation des participants. D'où vient cette résignation et comment la combattre? Alors, comment la combattre? C'est oser leur poser la question. Mais finalement, pardon, il y a deux questions dans ta question. D'où vient cette résignation? On a toujours fait comme ça. Hein. On a des réunions qui durent 2 heures où le chef d'équipe parle pendant 1h50 et puis à la fin, éventuellement, on est un peu à la bourre et puis on va parler peut-être du lieu pour le repas de Noël. Mais il n'y a pas d'échange. Donc à un moment, je dis ouais, bah, écoute, on va aller à la réunion hebdo, hein, le chef va nous raconter ses histoires et puis ensuite on verra. Donc en fait, il y a une forme de résignation parce qu'il y a des modèles de fonctionnement qui sont un petit peu, qui sont pas modernisés et qui sont pas engageantes. Donc on leur dit allez. L'autre chose qui amène de la résignation, c'est parfois il y a des gens qui interviennent dans des comités de direction ou des comités exécutifs. D'accord? Bon alors d'abord le gars rentre dans une sorte, comme une boule dans un jeu de quilles. Bon allez, tu nous fais ta presse. Et à ce moment-là, sur le comité directeur, il y en a 6 qui sont en train de taper leur truc parce qu'ils ont des urgences. Donc on est en train de dire au gars, attends, on t'a fait venir, t'es en sueur, t'as bossé comme un malade sur ta presse, etc. Mais sache que autour de la table, il y en a que 30% qui sont intéressés par ce que tu vas dire. Et là, le gars, il sort de là, il dit, de toute façon, ils s'en foutent complètement de ce que je leur raconte. Donc ça crée de la résignation. Et ça crée du désengagement, c'est terrible. Et donc, la deuxième partie de question, c'est comment faire changer ça? Eh bien, alors, première chose que l'on peut faire pour faire changer ça, c'est, je l'ai déjà dit, c'est évaluer les réunions. Prendre le temps, à la fin de chaque réunion, est-ce qu'on pense qu'on a eu une bonne réunion? Qu'est-ce qu'on fera pour qu'elle soit meilleure la prochaine fois? Et puis après, il y a plein d'outils que j'utilise, moi, c'est des enquêtes. Lorsque vous envoyez une enquête, on a fait ça récemment dans une entreprise, 1500 personnes, on a des 840 réponses, ça commence à être intéressant, hein, et que dans les 840 réponses, il y a en gros, il n'y a que 40% des décisions prises en réunion qui sont claires. Il n'y a que 50% des décisions prises en réunion qui sont suivies des faits. Et que là, vous êtes le patron, vous dites, waouh, il y a 840 personnes qui me disent ça, peut-être qu'il faut que je bouge. Okay, et donc ces enquêtes, on les fait j'ai 23 questions, qu'on peut ajuster, mais on les fait en tiers de confiance. Donc c'est totalement confidentiel. Même moi, je ne sais pas qui a répondu. Bon. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est systématiser l'évaluation des réunions. Je viens d'en parler. Alors soit dans la réunion, soit après la réunion. Il y a des super outils. Moi, je suis un grand promoteur d'un outil qui s'appelle Roti Express et qui permet de mettre des notes sur les réunions. Alors de 1 à 5, c'est inspiré de l'informatique agile, mais ça permet d'avoir une photo de ce qui se passe. Et si vous l'automatisez, vous allez voir comment les gens dans tel secteur, on aime les réunions, là-bas, ça se passe pas bien. Un troisième outil qui est rigolo, c'est prendre le temps un jour de calculer le temps passé en réunion, ok, et le nombre de réunions, et le nombre de personnes. Et un jour, dans une boîte, on a trouvé 36 000 réunions, d'accord? Et puis, on a valorisé chaque réunion en se disant, bon, allez, ça vaut 50 € de l'heure, ce qui est un chiffre plutôt bas, et on va calculer combien cette réunion nous coûte chaque année. Et là, on tombe sur 2 millions d'euros. Parce que c'est une réunion récurrente, qui a lieu toutes les semaines,
mais elle n'est pas de bonne qualité. Et quand on dit aux gens, on met ça en face sur une matrice qu'on a dessinée avec la taille de la réunion en euros, ensuite la qualité perçue et le caractère stratégique de la réunion. Et là, on se dit, oh là là, les amis, peut-être que cette grosse boule-là, qui n'est pas très efficace et qui finalement pas très stratégique, nous coûte 2 millions, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 millions d'euros? Donc là, vous allez vous battre contre la résignation. Alors, il nous reste 5 minutes. Je crois que tu as un triptyque qui est vraiment le fondement de tes travaux de réuniologue. Est-ce que tu peux nous décrire ces 3 triptyques qui vont permettre à nos auditeurs d'avoir des réunions plus engageantes, plus efficaces? 5 minutes. Alors, on y va vite. Il y a 3 secrets pour la réuniologie. Donc, le premier secret, c'est commencer par la fin. On se l'est déjà dit. C'est-à-dire, en fait, je dois être clair sur l'objectif. Et commencer par la fin, c'est quand je conçois la réunion. Qu'est-ce qui me fera dire que le temps que je vais voler aux participants aura été utile? Il faut que je me pose la question tout de suite. Deuxièmement, quand je lance la réunion, ben voilà ce que je veux obtenir, voilà le résultat concret. Donc, on ne va pas parler d'un sujet, on va obtenir un résultat sur ce sujet. Et le troisième moment où il faut être aussi commencer par la fin, c'est quand on lance le sujet dans la réunion. Parce que les réunions, c'est souvent plusieurs sujets. Donc, la réunion peut avoir un objectif collectif et puis chaque sujet a un objectif. Il faut être capable de le formuler. Bon. Et tout à l'heure, Roland, tu disais, quelqu'un parlait des 5 raisons d'avoir une réunion. Moi, j'ai compacté ça parce que je suis amoureux du chiffre 3. Donc, il y a 3 raisons pour faire une réunion. Générer des idées, prendre une décision, renforcer l'engagement. Okay, donc, la réunion d'information, elle est là en fait pour renforcer l'engagement. L'information n'est pas un objectif, c'est un moyen au service de renforcer l'engagement. Donc, 3 objectifs pour une réunion, j'y reviens. Générer des idées, prendre une décision, renforcer l'engagement. Donc ça, c'est le premier secret, être clair sur ce qu'on veut obtenir. Deuxième secret, c'est tous acteurs. Qu'est-ce que je fais pour que les gens bossent avant la réunion? Donc, quel stratagème je mets en place pour que l'ordre du jour soit explicite, pour que les personnes qui vont venir à la réunion viennent préparer? Deuxième chose, tous acteurs, c'est pendant la réunion, qu'est-ce que je fais pour aller chercher tout le monde? Le Christophe, le Samia, s'il est à distance, donc, ou la Samia, donc il faut aller vraiment chez tout le monde, tous acteurs. Et puis tous acteurs, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est finir la réunion par le quoi qui quand, être super clair sur qu'est-ce qui va se passer, par qui et pour quand. Donc là, tu renforces la chance que les gens soient acteurs. Et bien sûr, dans l'animation, il faut que l'animateur soit focalisé sur justement l'animation. En fait, un bon animateur, pour moi, je rajoute une autre chose, il est obsessionnel de 2 choses. Pas 3 cette fois-ci, juste 2. 1, l'objectif. Les amis, voilà ce qu'il faut qu'on produise. Une liste d'idées pour trouver un moyen pour, je ne sais pas si elle est commerciaux, si j'ai bien compris, pour entrer dans telle enseigne. Donc là, je vais générer des idées. Et une fois que les idées auront été générées, on va se dire, finalement, parmi toutes les idées, lesquelles on met en place et par qui et pour quand. Donc là, on est dans la décision. Et puis ensuite, on va faire une présentation, un kick-off de la stratégie pour entrer chez tel client. Et là, on va faire venir tout le monde en disant, voilà comment on va faire et on compte sur vous. Et là, on fait de l'engagement. Bon. Donc, tous acteurs avant, pendant et après. Et le troisième secret, finalement, on n'a pas beaucoup parlé, c'est faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Je répète, toute réunion doit se terminer par une évaluation. Alors, pour plein de raisons. Vérifier qu'on a atteint ce qu'on avait prévu. Ouais, chouette, on a été fort, on avait prévu une liste d'idées. Tu l'as, ta liste d'idées, c'est bon, chouette. Deuxième chose, ça évite ce qu'un Américain appelle le meeting recovery syndrome. Le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre de la mauvaise réunion que l'on vient de quitter. Donc, en fait, si à la fin de la réunion, vous faites une évaluation, vous faites un tour de table, vous donnez l'opportunité aux participants de redire quelque chose, de lâcher un petit peu de leur émotion. Et puis, l'évaluation, pour moi, il y a un truc qui est fantastique. J'ai une conviction très personnelle, c'est qu'une bonne partie du bonheur de nos vies, c'est dans le progrès. Alors, il y a un peu qui jouent au tennis ou au golf, mais vous savez, la première fois où la balle sur la raquette de tennis, on va faire stock, elle fait tom, wow, j'y suis arrivé. Ou la première fois que votre gamin, alors moi, mon petit-fils, Gabriel, il a 9 mois, donc on n'y est pas encore, mais j'aimerais être là le jour où son papa va lui retirer les roulettes, voire même c'est moi qui ferai ça, va lui retirer les roulettes du vélo et puis il va rouler tout seul. Waouh, la joie! Donc en fait, dans une équipe, l'évaluation, c'est une manière aussi de vivre cette joie incroyable du projet, du progrès collectif. Waouh, on s'est amélioré. Tu te souviens, les réunions avant elles duraient 2 heures, on décidait rien. Maintenant, on a mis un petit peu d'énergie, on a mis de la discipline, on se respecte les uns les autres, on a mis de l'écoute, on a mis du partage. Regarde, ces réunions, elles durent 53 minutes et non plus 2 heures.
yes, on est le champion du monde. Voilà pourquoi il faut évaluer les réunions. Donc 3 secrets, je te vois sourire parce que je commence à m'enflammer. Premier secret, commencer par la fin, l'objectif. Deuxième secret, tous acteurs. Troisième secret, faire mieux demain, l'évaluation. Eh bien, quelle belle conclusion. Il est exactement midi. Nous sommes exemplaires dans la tenue de nos webinaires et des masterclass de l'excellence commerciale. Un grand merci Louis. Alors, quelques idées bonus pour aller encore plus loin. Alors, d'abord, on a chez Incentive essayé de résumer tous ces concepts que tu nous as décrits dans une méthode qu'on appelait la méthode Fakir, où on va retrouver vraiment tout ton discours. Finality, commencer par la fin, différencier le sujet et l'objectif. Notre réunion sera réussie ici. All aboard, la traduction de tous acteurs. Laisser les figurants à l'extérieur, interpeller personnellement introvertis et extravertis, avec ton petit truc de remercier chacun dès qu'il est intervenu. Tuer les meetings, supprimer les réunions ou au moins en réduire le temps. Pas de réunion d'1 heure, on l'a bien retenu, des réunions de 45 minutes qui permettent de reprendre son souffle et de préparer la réunion suivante. Et puis développer la culture de l'écrit. L'amélioration continue, c'est le I de improve, faire mieux demain. 5 minutes pour faire le bilan de la réunion, et puis le rôti, le moyen efficace pour donner un feedback à chaud et se sentir progresser. Tu le dis, un levier de motivation extraordinairement puissant, ce sens de l'accomplissement, ce sens du progrès. Et puis rejuvenate, c'est renouveler son agenda, c'est éviter les routines dont tu parlais tout à l'heure, où chacun s'enferme finalement dans des habitudes qui sont pas toujours efficaces. Et bien se renouveler, c'est changer l'agenda, c'est changer les participants, qui va présenter quoi, et créer de l'énergie positive. Pour aller encore plus loin, précipitez-vous sur Amazon. Alors en général, on donne plutôt les références de la Fnac, mais là, la réunionnite, ça suffit. Je crois qu'il est disponible sur Amazon. Donc l'ouvrage de Louis Vareille, et bien sûr le site de l'École internationale de réuniologie, avec beaucoup de contenu, et puis bien sûr les coordonnées de Louis, si vous êtes intéressé, vous aussi, pour renforcer l'efficacité des réunions au sein de votre COMEX ou au sein de vos équipes. Et puis un dernier ouvrage assez récent, les rituels pour des meetings virtuels, un ouvrage de Koursat Ozenk et Glenn Fajardo, voilà, qui est tout à fait d'actualité. Un grand merci Louis pour cette intervention, et maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar, en haut à droite de votre écran, et Pablo nous les lira. Voilà, et si Louis, tu as encore quelques questions, on avait prévu à 15 minutes. Oui, bien sûr Louis. Donc merci beaucoup. Donc le livre, une bonne nouvelle, il est effectivement sur Amazon, mais il sera chez Erol au 1er janvier 2022. Et je pense que comme cadeau d'entreprise, c'est extraordinaire. Donc tous les gens qui sont là, vous achetez un exemplaire sur Amazon, mais sachez que vous pouvez l'envoyer à tous vos clients à la rentrée de 2022. Deuxième idée, tout à l'heure, tu as parlé de remerciements là, dans la méthode Fakir, c'est super intéressant. J'en rajoute un autre truc qui est super puissant. En termes de motivation, d'embarquement, à la fin de la réunion, c'est effectivement de remercier les gens, mais pas simplement merci pour avoir été là, etc. C'est appuyer un endroit, ça fait vraiment du bien. Écoutez, aujourd'hui, je suis enchanté, je tenais vraiment à vous remercier parce que notamment, on s'était dit la dernière fois qu'il était important de lire les documents à l'avance. J'ai l'impression que la majorité d'entre vous avez pris le temps de regarder ces documents à l'avance. Donc, je vous remercie et je pense que ça a contribué vraiment à l'efficacité de la réunion. Donc, vous appuyez pas un truc, un merci collectif, vous mettez un truc super précis. Et ça a plein de conséquences. Vous allez renforcer le collectif. Et puis, il y a des gens qui disent, ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas observé que, effectivement, tout le monde avait lu. Donc, les gens vont mettre de la conscience dans ce qui s'est bien passé. Donc, ça, c'est une autre petite astuce. Finir toutes les réunions sur appuyer un endroit qui fait du bien, et là, vous allez mettre de l'énergie quand les gens vont quitter la réunion. Eh bien moi, Louis, je voudrais te remercier pour ton enthousiasme sur ce sujet des réunions qui est communicatif, et on passe un merveilleux moment ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface. Et Pablo, je te laisse lire les premières questions qui sont arrivées. Yes, merci Roland. Du coup, on a quelques petites questions, Louis, pour vous. La première, bonjour. Quel truc et astuce pour arriver à limiter le temps de parole de celles et ceux qui prennent 10 minutes pour exprimer ce qui peut se dire en 2 ou 3 minutes, en restant courtois, bien sûr?
Il y en a qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose à dire. Sacha Guitry. Donc, la première, il y a plein de choses à faire. En fait, ces gens-là, on les connaît. Ah, il y a Caroline qui va venir. Eh ben, ça va encore prendre des plombes. Donc, n'hésitez pas à aller voir Caroline la veille de la réunion. Dis donc, Caroline, demain, il y a une réunion là, sur sujet, mais qu'est-ce que tu as en tête, etc. Donc, vous commencez déjà à purger un peu Caroline, si je puis me permettre. Donc, elle aura peut-être moins besoin de parler durant la réunion. Deuxième chose, au début de la réunion, vous allez proposer des règles. Bon, alors aujourd'hui, bon, ce qui serait intéressant, c'est un sujet un peu compliqué. J'aimerais que tout le monde prenne la parole. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien? Pardon, tu dis qu'on soit concis. Ah oui, c'est une bonne idée. Et là, vous regardez Caroline dans les yeux. Oui, d'accord, on va essayer d'être concis. Donc, une fois que vous avez posé la règle, ça vous permet un peu plus tard de la faire respecter. Vous vous souvenez, lorsque vous allez à la piscine et que vous faites siffler parce que vous avez couru, bah, vous avez été prévenu. Hein. Il y a écrit ne pas courir sur les plages et de la piscine. Bref, donc tout ça pour dire, il faut oser poser des règles. Et puis à la fin de la réunion, on a parlé tout à l'heure, c'est faire une évaluation. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de la réunion? Ouais, c'est pas mal, mais bon, il y en a qui parlent plus que d'autres. Ah bon, t'as observé ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc faire mettre de la conscience aux personnes. Et Caroline, si par hasard, elle a progressé, mais de 10%, il faut lui sauter à la gorge après la réunion en disant Caroline, c'est génial, tu sais, sur cette réunion, j'ai l'impression que tu as laissé plus de place pour les autres. Donc bravo Caroline. Donc faut pas hésiter à faire ça. Donc en fait, j'appelle ça des terribles. Eh ben, il faut les anticiper, pas simplement les subir. Et quand ils font des progrès, ben, faut leur sauter à la gorge pour les féliciter. Super réponse. Merci beaucoup, Louis. On aura une autre question. Faut-il bannir les réunions hybrides? Euh, C'est quoi cette question? Les réunions hybrides, c'est le nouveau normal. Toutes les réunions vont être hybrides, presque. OK? Et donc, c'est ça, en fait. Faut-il les bannir? Malheureusement, ça va être quelque chose de générique. Alors, il y a un slide que j'ai pas là, mais que j'aime bien, que j'ai piqué à une facilitatrice graphique. Je pourrais vous le faire passer éventuellement dans les. Il y a eu la période avant mars 2020. Elle appelle ça la période du présentiel. Ensuite, on est rentré dans la période, comment dire, du distanciel, mais 100% distanciel, symétrique, chacun au bout de sa webcam. Et puis là, on est rentré dans la période qu'elle appelle le démerdentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, une situation qui devient super compliquée. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça va être le nouveau normal avec des organisations dont parlait Roland qui vont mettre 20 à 30% des gens, 2 à 3 jours par semaine en télétravail, voire 5, ben, le strict présentiel, ça n'existera plus, et le strict distanciel, comme on l'a eu durant le confinement, ça n'existera plus. Donc la réunion telle qu'on l'appelle hybride. Alors moi, je l'appelle autrement, je l'appelle la réunion asymétrique. D'accord? Donc c'est la réunion où il y a une partie des personnes qui sont dans une salle, et puis les autres sont dispersés. Et effectivement, c'est un enfer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est un enfer avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Alors, pour vivre avec ça, si je puis me permettre, c'est un sujet moi sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est les éviter. C'est-à-dire aussi souvent que l'on peut, éviter de se trouver dans cette situation. Mais ça va arriver. Alors une façon de les éviter, c'est de se remettre en symétrique. On peut très bien faire une réunion donc avec des gens dans un bureau, au bureau, pardonnez-moi, ou à l'aide office, et puis des gens dispersés, et de se dire, les gens à l'aide office, on va les mettre chacun dans leur bureau, et comme ça, on va rétablir les conditions de la symétrie. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est que dans la salle, il faut être obsessionnel et ne parler qu'aux distants, ne penser qu'aux distants, ne penser qu'aux gens qui ne sont pas là. Parce que de toute façon, la personne qui est à côté de vous, elle vous entend, elle sait ce qu'elle a à dire. Mais par contre, l'autre qui est à l'autre bout, elle n'a pas l'impression d'être dans le collectif. Donc, en fait, il faut être obsessionnel et aller chercher en permanence les gens. Et ce que je me suis dit, parce que je l'ai pratiqué, c'est à la limite, il faut désigner quelqu'un dans la salle. Alors aujourd'hui, j'appelle ça un régulateur empathique. Ouh là là, régulateur empathique. Mais c'est quelqu'un qui est dans la salle et qui est obsédé par. Et Samia, on peut te demander, donc en permanence, être tourné sur les distants. Mais donc, pour revenir à la question tout à l'heure, la réunion donc, que je qualifie d'asymétrique, ça va être le nouveau normal. Donc, il faut apprendre à les gérer. Et autre truc sur les réunions asymétriques, j'en rajoute un ou deux, enfin un en tout cas, c'est et la bonne technologie. On va tous être harcelés, façon de parler, mais avec de l'offre par des nouvelles technologies.
Ouais, je te mets des grands écrans, je te mets des caméras qui pivotent, etc. Très très bien. Faites les choix technologiques qui vont bien. Mais surtout, assurez-vous que tout le monde sait s'en servir. Je dis bien tout le monde. Parce qu'il y a une belle étude qui a été faite par Barco et qui dit que 11% du temps des réunions est consacré à la connexion. Donc, oh là là, la caméra, attends, tu mets le zoom, etc. Et le son, il y a du Larsen. Donc, en fait, si vous achetez de la technologie, il faut le faire à mon avis, mais assurez-vous que tout le monde sait s'en servir. Ok, merci beaucoup Louis. On aura une dernière question qui est un petit peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a un dossier dont vous êtes le plus fier et dans lequel vous avez tiré une bonne leçon? Enfin, moi, ma fierté, c'est plutôt celle de mes clients. C'est mes clients qui me disent, mais Louis, tiens, bah si, il y a une boîte que j'accompagne depuis 2018. Je suis fier parce qu'en fait, la chef de projet, elle me dit, tu sais, Louis, maintenant, dans cette boîte, toutes nos réunions sont pensées. Pensées, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on l'a fait, on sait qui on fait venir, etc. L'autre exemple que j'ai, je pense à un truc, c'était rigolo. J'étais sollicité par une association professionnelle et pour travailler avec les représentants syndicaux sur la convention collective. Et ça pataugeait, ça avançait pas, ils s'entendaient pas, etc. J'ai formé l'équipe 2 fois. Une première fois, donc toute l'équipe, et ensuite les 3 juristes en charge de la négociation. 6 mois après, la convention collective était signée. Et je pense que je suis fier de ça parce qu'en fait, ça crée de l'harmonie. D'accord? Alors effectivement, il y a des personnes qui aiment bien la disharmonie, mais moi je crois beaucoup à l'harmonie. Donc simplement en appliquant des gestes simples, on a réussi à réintroduire de l'harmonie dans une situation où il y avait des partis quand même qui a priori n'ont pas des intérêts communs, enfin du moins certains le pensent, et finalement simplement en appliquant des gestes super simples, ils ont réussi à remettre de la place de l'harmonie. En 6 mois, c'était fait. Voilà. Merci beaucoup Louis. Attends, si, allez, une petite dernière, un truc dont je suis super fier. Allez, je la raconte parce que je l'aime bien celle-ci. C'est il y a quelques semaines à peine. Donc, il y a une entreprise qui recommande à une autre de me faire intervenir. Très bien. Je prends rendez-vous avec le patron. Ben, on va faire un truc ensemble. Le patron me fait venir. J'arrive au siège et là, il me fait attendre 15 minutes. L'assistante, vous inquiétez pas, il va arriver. Très bien. Au bout de 15 minutes, il arrive. Oh oui, excusez-moi, j'avais un coup de fil, c'était important, etc. Très bien, pas de souci. Moi, de toute façon, je m'ennuie plus. Hein. J'ai toujours mon smartphone, je peux aller faire des choses avec. Bon. Et on se met d'accord. Je décide de prendre rendez-vous pour observer un de leurs comités exécutifs. Et à la fin, je dis, mais les comités exécutifs, ils commencent à l'heure? Bah, enfin oui, non, écoutez, c'est compliqué, c'est le lundi à 9h, moi je dépile un peu ce qui est passé pendant le week-end, mais par contre, dès que je suis dans la salle, ça démarre. Très bien. Vous savez ce que vous allez faire, juste pour moi, lundi prochain, je vais observer le comité de direction exécutif. Est-ce que vous pouvez arriver le premier dans la salle? Juste ça. Et quand les gens vont arriver, vous leur ah bonjour, et la Zoé de ta femme, ça marche comment? Et le penalty de Mbappé, etc. Donc on crée un petit peu de connexion, d'accord? Et à la fin de la réunion, moi j'étais comme ça. Bon, on va faire une petite évaluation. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Et tout le monde dit, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Ben, c'était fluide. On s'est tous écoutés. Ah bon? Et le lendemain, j'appelle le patron. Je lui dis, alors, il me dit, Louis, je vous dire un truc. Plus jamais j'arriverai dans la salle autrement que le premier. Et il venait de vivre un truc que Laurent Marceau, pardon, appelle une petite expérience irréversible. Vous savez, le truc que vous essayez, puis vous dites, bah, à partir de maintenant, plus jamais je serai en retard à la réunion. Juste ça. Donc ça, je suis super fier. Parce qu'en fait, on est en plein dans ce que j'ai dit au début, c'est je mets juste une petite semelle. Vous allez juste arriver le premier dans la salle. Essayez ça. Et puis, vous m'en reparlez. Je me tais. Une petite, oh non, on aimerait bien continuer, Louis. Une petite expérience irréversible, une très jolie phrase. J'en retiens une deuxième également. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Cette citation de Walt Disney que tu mentionnais tout à l'heure. Un immense merci, Louis, pour
ce moment passé ensemble, pour ton enthousiasme, pour cette masterclass à la fois qui a posé des bases théoriques, mais aussi très concrètes, très pragmatiques. On ressort tous avec des idées à mettre en œuvre dès demain. Et je vous donne rendez-vous, pas la semaine prochaine, parce que ce sera le grand week-end du 14 juillet, mais le 22 juillet, pour parler d'un sujet pour la rentrée, pour septembre, comment dynamiser une équipe en 15 jours, basée sur l'expérience de centaines et centaines de programmes d'animation et d'engagement commerciaux menés par les équipes d'Incentive. Dynamiser une équipe en 15 jours, c'est le jeudi 22 juillet, la prochaine édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci, Louis. À très bientôt. À bientôt.